Okapi, c'est bien plus qu'une marque. Spécialisée dans la conception et fabrication de produits électroniques tels que téléphones, ordinateurs, voitures et motos électriques, nous plaçons la satisfaction au cœur de nos priorités. À travers plusieurs projets majeurs en cours de réalisation, destinés à renforcer le développement technologique de l'Afrique et du monde, Okapi, l'innovation propre. À 20 ans, la Constitution de la République démocratique du Congo est-elle devenue vieille? Oui, c'est la question que certains se posent parce que la Constitution de la République démocratique du Congo a célébré ses 20 ans, c'était le mercredi. Ce 18 février dernier, certains disent que c'est peut-être le moment pour changer cette constitution. Est-ce que le timing, il est bon? On essaiera d'en parler. Dans le cadre de cette émission, on abordera également la problématique de ce dialogue national inclusif. Qu'est-ce qu'il faut? Et aussi la problématique de la souveraineté ici en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité. Qui a le plaisir de recevoir un jeune à la tête d'un jeune parti politique. Recevez avec moi Monsieur Hugo Nzala. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Président de la base républicaine. Oui. Un très jeune parti. Oui. Créé en 2025. Le 13 janvier 2025. Donc pile une année que vous existez. Oui. Je disais dans mon annonce que vous êtes jeune, le parti est jeune. On se dit, mais pourquoi, il y a récemment, il y a 2 semaines, j'ai reçu un autre jeune. Je me dis, mais pourquoi les jeunes commencent désormais à affluer et n'avancent plus masqués, parce qu'avant, certains avançaient masqués avec les mouvements citoyens. Là, maintenant, ils s'assument, ils se disent, ouais, carrément la politique. Oui, il faut dire que nous avons donné beaucoup de travail aux aînés, des vieux, si on peut le dire. On leur a donné beaucoup de travail, dans le sens de dire, c'est à eux de faire. Bon, la question n'était pas très bien posée. Quand ils sont fatigués, comment ils font? Ça ne doit pas se décréter. Le processus de remplacement dans la société, ça ne doit pas se répéter, se décréter, ça doit se constater. Il faut que ceux qui sont là, arrivés à la fin de leur parcours, ils peuvent partir sans réfléchir sur qui vient après eux. Mais après, ce n'est pas seulement histoire aussi de remplacer, mais aussi de contribuer avec ceux qui sont là en train d'agir. Une forme de participation. Après, ça peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être dans un même parti. Ça peut aussi être en créant des nouveaux partis. Les cas de la base républicaine. Base républicaine, on parlera de cette dénomination. Pourquoi la base républicaine? Mais on s'oppose, moi, à chaque fois que je reçois des jeunes, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas adhéré dans des partis déjà existants? Il y en a tellement dans notre pays. Aujourd'hui, il y a une faiblesse. Je ne vais pas dire un défaut. Il y a une faiblesse de se détacher de la personne qui incarne le leadership au sein d'un parti politique. C'est ça le vrai défi. Or, quand on parle de la population jeune, c'est quoi la caractéristique principale d'une population jeune? C'est l'énergie. Il faut que cette énergie soit orientée. Et souvent, cette énergie a besoin de s'exprimer quelquefois sans limite. Il y a l'obligation d'encadrer cette énergie, ça c'est vrai. Canaliser, carrément. De canaliser, mais laisser quand même cette énergie s'exprimer. C'est pas le cas dans les partis. Le problème avec les partis traditionnel, c'est un peu ce qu'on constate. Après, c'est un système. Il ne s'agit pas d'indexer des individus ou de dire qu'ils sont, comme certains les diront, égoïstes, ils veulent que les jeunes travaillent pour eux, mais c'est plutôt un système qui s'est installé dans la pensée collective, de telle sorte que on trouve ça normal. Alors, pour casser ces cycles, il faut partir sur des nouvelles organisations, entre jeunes qui s'organisent entre eux, qui ont du mal à répéter les mêmes erreurs ou bien les mêmes faiblesses qu'on voit avec les partis dits traditionnels. Parlons de ces faiblesses qu'on voit dans ces partis traditionnels que vous voulez essayer d'améliorer ou de pallier. Quelles sont les faiblesses que vous avez relevées dans
dans les partis traditionnels? Les cultes de la personnalité a pris une forme passive, ce qui est encore plus dangereux. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du culte de la personnalité, d'un point de vue actif, nous avons des gens qui chantent au nom de leurs héros, de leurs champions. Roi Soleil. Voilà. Ça, c'est un peu le côté actif du culte de la personnalité. Mais le côté passif, c'est quoi? C'est de dire, je ne peux pas réfléchir, je dois attendre que les leaders disent. Ça, c'est encore plus dangereux parce que ça bloque le processus de raisonnement. Or, dans l'action politique, ce qui construit, ce qui fait l'action, c'est l'ensemble des différentes idées. Comme on dit, des chocs des idées jaillit la lumière. Ouais. C'est justement ce qui est tué à cause de ces cultes des personnalités qui est devenu passive. Mais c'est juste pour mettre de l'ordre, pour ne pas permettre à tout le monde de dire n'importe quoi, n'importe quand. C'est justement ça aussi l'organisation de ce type de structures qui sont des partis politiques. Oui, aujourd'hui, ce n'est plus pensé. Aujourd'hui, ce n'est plus pensé. Même la personne qui est devant vous, il ne vous impose pas quelque chose de négatif, mais vous vous retrouvez dans une situation telle que vous ne pouvez pas réfléchir sans lui. Et peut-être même lui, il n'a pas exigé cela, mais c'est systématisé. Et pour briser ces cycles, il faut partir sur de nouvelles générations d'organisations, des partis créés par des jeunes, avec une nouvelle pensée organisationnelle. Le problème est plus managérial que vraiment politique. Ok, carrément quoi. Les problèmes est plus managérial. Donc les partis politiques, à votre avis, doivent fonctionner actuellement comme des entreprises? Ou peut-être comme des ONG, mais ils ont essayé avec les mouvements citoyens. On a vu ce que ça donne. Du point de vue de l'objectif, il faut s'assumer. En politique, c'est le pouvoir l'objectif. C'est le pouvoir comme outil pour impacter la société. On a besoin du pouvoir pour impacter la société. C'est vraiment très assumé en politique. Le mouvement citoyen, c'est pas ça comme objectif. On veut impacter la société par nos actions. Seulement. La politique, le parti politique, on veut impacter la société en prenant le pouvoir. Parce que nous pensons avoir une idée meilleure et nous devons prendre le pouvoir et matérialiser cette idée pour impacter la société dans le sens du développement, dans le sens du progrès. On parle du progrès, développement, on reste dans cette thématique de parti politique. On se dit, mais ces jeunes, on les entend, à les voir, on peut se dire, mais pourquoi ils mettent pas en place des entreprises? Pourquoi ils se lancent pas dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est la pas de gain facile que donne la politique qui les attire là-bas ou comment? Pour créer une société, je vais dire, il faudra qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités. Il faudra que le marché économique soit suffisamment dynamique pour absorber les initiatives en termes de création d'entreprises. Ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo, nous sommes un peu très faibles de ces côtés-là. Il faut juste regarder dans tous les secteurs de la vie nationale, quelles sont les entreprises qui sont là, qui mènent la cadence. C'est déjà, la plupart sont des entreprises qui ne sont pas détenues par des Congolais. Mais on attend de vous jeunes une révolution dans ce sens, n'est pas lancer un message pour dire écoutez, venez tous dans la politique, il y a aussi d'autres domaines. C'est ça en fait, c'est que beaucoup attendent des jeunes aussi. Oui, pour créer une société, ça demande des capitaux. D'abord, ce qui n'est pas facile, étant donné les niveaux de vie de la population, de façon générale. Et pour le parti politique, il faut rien. Le parti politique ne demande pas des capitaux. Ah, c'est ce qui explique cette sorte de floraison des partis politiques. Et puis le parti politique. Les partis politiques ne créent pas de la richesse. Ce ne sont pas avec le même objectif. C'est comme ça que vous pouvez avoir une seule personne qui crée ici une entreprise et puis là, il crée une. Ah ben, on n'en voit pas beaucoup, hein. Non, il y en a, mais on n'en voit pas beaucoup. On a l'impression que c'est la politique qui façonne
les hommes économiques actuels. Avant, c'était le cas, c'était l'économie qui façonnait les politiques, mais on a l'impression actuellement qu'il faut d'abord devenir politique pour ensuite essayer de se lancer dans l'économie ou dans l'entrepreneuriat. Oui, vous avez raison. Et la base républicaine a justement l'intention de renverser ces tendances. Il faudra que nous créions beaucoup plus d'opportunités pour que les gens se trouvent en train de faire un arbitrage entre je dois faire la politique ou bien je dois aller dans les affaires. Vous avez il faudra que il y ait beaucoup plus d'opportunités. Vous avez eu à faire cet arbitrage-là? Non. Vous avez embrassé les deux. Est-ce que vous êtes dans l'entrepreneuriat ou vous êtes que politique? Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi? Vous n'êtes que... Mais vous cachez quoi? Non, je ne répondrai pas à cette question parce que vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes là pour poser de questions. Bah oui. Je ne vais pas vous amener encore sur un autre lot de questions. Non, pas d'autres questions. Les gens veulent savoir qui est en face de Madame Odia, qui est-ce que nous sommes en train de suivre. Est-ce que seulement un politique ou c'est quelqu'un qui a dû faire des arbitrages, qui embrasse l'entrepreneuriat ou pas? Non, je n'ai pas fait d'arbitrage. On n'avait pas fait d'arbitrage, mais on creusera, je vous dis, on creusera pour savoir, à part la politique, qui fait quoi. On vous donnera certainement des éléments sur ça. On revient sur la base républicaine. Pourquoi base républicaine? Alors. Nous, on connaît les bases Bilanga. Oui. Hein? Certains, base Bilanga, on connaît. Base républicaine, pourquoi? Alors, le nom, base républicaine, l'intitulé et la dénomination base républicaine est partie d'une idée. On dit déjà que république signifie ce qui appartient à nous tous. C'est-à-dire, ça appartient à tout le monde. La république. Comme disaient les latinistes, l'étymologie res publica. Il faudra que ce qui nous appartient à nous tous repose sur quelque chose qui ne doit pas disparaître. Il faudra qu'il y ait une base. C'est ça notre parti. C'est ce que nous voulons offrir à la société. Quand je préparais cette émission avec vos équipes, on m'a dit que vous faisiez partie, ils m'ont dit que vous faisiez partie de l'opposition républicaine. Parce que vous estimez qu'il y a une opposition non républicaine ici? Et c'est quoi votre définition de l'opposition républicaine? Alors, cette question renvoie directement à votre introduction sur le 20 ans de la Constitution qui s'approche, je crois que c'est les 18. Oui. Oui, les 18 février 2006 que ça a été promulgué. Oui. Il faut d'abord partir d'un fait. Très dérangé par la façon dont notre Constitution a institutionnalisé le concept opposition. Ok. Pourquoi? Parce que c'est comme si on a institutionnalisé la contradiction. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, on a vu le président de la République inaugurer l'université de Kananga, est-ce une mauvaise chose pour notre nation? Je crois que non. Est-ce que dire ça signifie que je suis de la majorité? Je crois que c'est aussi non. Mais si j'ai dit aujourd'hui que la crise que nous avons dans notre pays, la crise sécuritaire, n'est pas bien gérée, est-ce que c'est simplement par le fait de ces déclarations que je suis de l'opposition? Je suis convaincu que non. Mais or, l'institutionnalisation du concept opposition veut que je pense différemment au gouvernement, à ceux qui gèrent. Alors, à quel moment je peux penser de la même façon et à quel moment je peux penser différemment pour que je ne sois pas indexé sur des étiquettes, opposition ou majorité? Vous voyez que ça crée une complexité sur ces concepts. Mais c'est vital pour toute démocratie. Les démocraties fonctionnent comme ça. Hein? Je suis tout à fait d'accord. Ah, alors voilà ce que j'ai remarqué. Quand j'observe la vie politique dans d'autres pays, j'ai vu aux États-Unis, en France, des pays qui nous sont un peu plus proches quand on regarde la scène politique internationale. Je cite ces deux pays-là.
Aux États-Unis, je n'entends pas parler des opposants, on parle des républicains et des démocrates. C'est tout. Ces concepts opposition, je n'entends pas parler. Quand je suis en France, je vois... Mais ça existe tacitement. On sait qu'actuellement, qu'il y a une opposition dans la Chambre de représentants au Congrès américain. On le sait, hein. Tout à fait d'accord avec vous parce que vous avez utilisé le terme qu'il faut. Tacitement. Or, ici en République démocratique du Congo, lorsque vous posez la question sur l'opposition ou la majorité, c'est une question qui est institutionnalisée. Là, nous ne sommes plus dans les tacites. Or, dans les faits, c'est un concept qui dérange. Pour preuve, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu des porte-paroles de l'opposition. Donc, c'est un concept à problème. Plus loin, on s'est dit que le pays est dans une situation telle que c'est un peu inopportun de dire moi je suis de l'opposition au-dessus de la majorité. Mais on est dans cette situation depuis 20 ans maintenant. Hein. Non, je ne suis pas... 30 ans, diront certains. Je ne partage pas ces points de vue, mais je dirais plutôt ceci. La base républicaine est un parti qui est né en dehors de la famille politique qui gère le pays. Si c'est ça, être de l'opposition, je vous le concède. Parce que la base républicaine n'est pas un parti de l'union sacrée. Déjà, ça peut suffire pour voir dans quelle position nous nous trouvons sur la scène politique. On a déjà une idée. On continue puisqu'on parle déjà de la Constitution. Est-ce que, au regard de ce que vous venez par exemple de soulever, il y a lieu aujourd'hui qu'on puisse révisiter, réviser ou carrément changer cette Constitution? Que certains appellent de tous leurs vœux, hein, beaucoup, on l'a vu, veulent vraiment qu'on puisse tourner la page de cette Constitution de 2006. Bon, tourner la page, c'est un peu, il faudra pas, on ne doit pas être, on ne doit pas faire preuve d'ingratitude envers cette Constitution. Ça a aidé le pays. Il faut reconnaître. Mais après, à 20 ans, il faut se poser aussi de questions. Qu'est-ce qui est dans cette Constitution qu'on n'arrive pas à matérialiser? Je donne un exemple. La Caisse nationale des péréquations. On doit avoir une honte d'avoir une disposition constitutionnelle qu'on n'arrive pas à concrétiser. Alors la question se pose à deux niveaux. Est-ce une question qui ne devait pas être constitutionnalisée ou c'est juste nous qui n'arrivons pas à respecter notre Constitution? Parce que lorsque quelque chose n'est pas fait et que c'est un prescrit de la Constitution, souvent c'est facile de dire ils ne veulent pas ou bien on n'arrive pas à respecter la Constitution. Mais nous sommes convaincus d'une chose. Tout projet des modifications ou des révisions de la Constitution, appelez ça comme vous voulez, c'est plus intéressant et c'est plus unificateur de revenir au peuple et d'utiliser la formule qui la est révision, la non? révision par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. C'est un peu trop facile, le peuple se sent exclu. Le peuple a l'impression que c'est juste une affaire entre politiciens. Et surtout que nous avons une famille politique qui occupe, je vais dire, 90% des sièges à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que la Constitution peut être modifiée par une simple réunion de l'Union sacrée. Ce qui n'est pas très intéressant. Donc, s'il faut réfléchir sur un projet constitutionnel, révision ou changement, il faut que ça soit un référendum. Ça fait plus inclusif. Le peuple se sent un peu plus participant. Vous savez que vous qui êtes de l'opposition, même si vous n'aimez pas l'institutionnalisation de ce concept, Oui. vous savez que beaucoup ne vont pas vous apprécier au sein de l'opposition. Une bonne partie de l'opposition ne veut même pas entendre parler de la révision et à combien plus forte raison de changement. Oui. Alors, heureusement que vous avez soulevé ces points. Bon, voici la position qu'il faut exprimer. Pourquoi vous voulez défendre par hypocrisie? C'est comme ça que j'y répondrai à ceux-là qui vont exprimer un certain sentiment à l'égard de la base républicaine. Pourquoi on veut, de façon hypocrite, défendre quelque chose que personne ne défend depuis?
Non, il défend, hein. Il y en a qui ont défendu. Depuis, vous avez tout récemment rencontré Martin Fayulu. Il n'a fait que ça, défendre la Oui. Constitution, jurer que par la Constitution. Donc, il y en a qui ont tenu bon, qui ne jurent que par cette Constitution. Alors, rapidement, notre histoire, qu'est-ce qu'on voit? On promulgue la Constitution en février 2006. En mars, la CENCO, par une déclaration publique, un communiqué officiel, demande à l'Assemblée nationale et le Sénat, qui va ouvrir les sessions parlementaires, d'éviter de se pencher sur les réformes constitutionnelles. Nous sommes en 2006. Et nous sommes en 2011. Qu'est-ce qui va se passer? La famille politique au pouvoir change la Constitution. Révise. Révise. Hein. Ça, nous sommes dans la forme. Je suis, en tout cas, pas très fort en jeu de mots. Révise la Constitution. Ce qui veut dire que cette famille politique, quand ils regardaient les corpus des constitutions, il y avait un malaise. Après, il y avait une précision sur ce qu'il voulait faire. Ils ont touché le point, je vais dire, pour l'intérêt du pays, disons ça comme ça. N'indexons pas les gens sur leur bonne ou mauvaise foi. Rappelons déjà que lorsque nous allons au référendum, l'UDPS qualifie cette constitution, ces projets de constitution de actes des ventes du pays. Donc, quand j'arrive en 2012, j'ai déjà 3 acteurs, l'UDPS, la CENCO et la famille politique au pouvoir. Mais eux, ils ont un bénéfice de dire, on est satisfait, ce qui nous dérangeait dans la Constitution, on a déjà révisé, maintenant c'est bon. Or, lorsqu'on avance 2 ans, c'est les professeurs Bouchab qui ouvrent les débats. Entre l'inanition Voilà. de la nation. Et je n'ai pas vu entre la révision constitutionnelle et l'inanition Et je n'ai de la pas nation. vu sa famille politique s'inscrire en faux contre lui. Et c'est qui, le professeur Bouchab à l'époque? Si je ne me trompe pas, c'est le secrétaire général du PPRD. Ouais. Le parti phare de la majorité au pouvoir. Alors c'est difficile de me dire que c'était sa propre idée. C'est difficile. Donc, je me donne le droit de soupçonner déjà 3 grands acteurs. La famille politique au pouvoir, la CENCO, parce que jusque-là, il ne nous dit pas toujours si elle était satisfaite de ce qui a été fait par rapport aux réformes qu'il appelait en 2006. Et j'ai l'UDPS, qui déjà a qualifié ces projets comme actes de vente. Et en 2019, je vais dire 2024, j'ai le président Tshisekedi qui vient en parler. Finalement, qu'est-ce que je regarde? À chaque fois que quelqu'un prend une famille politique ou un acteur politique prend l'initiative sur le projet de constitution, il y a une partie des compatriotes qui montent au créneau pour s'inscrire en faux, avec la fameuse phrase « touche pas à ma constitution ». Là, ça c'est vos pairs de l'opposition, vos compères de l'opposition. À l'époque, c'était l'UDPS, UNC, les Fayulu, ainsi de suite. Ils n'avaient pas tort. Et cette fois-ci, j'ai vu aussi les PPRD répondre à la même phrase. Bon, quand on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est pas le changement ou la révision de la Constitution qui pose problème, mais c'est la crainte que la famille politique au pouvoir utilise cette initiative pour améliorer sa position. Donc, il ne s'agit pas là d'un vrai amour, un vrai attachement à la Constitution, mais c'est plutôt n'est pas l'idée de protéger le pacte républicain qui veut que le pouvoir politique soit organisé d'une certaine manière et que les acteurs politiques n'en abusent pas. Vu sous cet angle, on ne veut pas vraiment de la Constitution, mais on ne veut pas qu'on utilise ces cadres pour améliorer sa position. Donc voilà. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire par rapport à cette Constitution, c'est un problème d'homme? La Constitution en soi ne pose pas problème? Parce que vous avez parlé des intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire les uns veulent la changer ou la modifier au gré de leurs intérêts. C'est en fait l'homme congolais qui pose problème, quoi. C'est pas la Constitution en soi. Non, la Constitution pose problème parce que, simple, je prends un point au hasard, parmi tant d'autres. La nationalité. Les débats sur la nationalité. Parlons-en. Aux origines, on veut que la nationalité congolaise d'origine soit acquise
par le sang. C'est-à-dire, il suffit d'être membre des ethnies, des groupes ethniques dont les territoires et les personnes ont été présents sur le sol congolais en 1960. Donc, à la différence des autres pays, en RDC, la nationalité congolaise s'acquiert par le sang. Comment on veut expliquer un enfant congolais qui est né en Suède ou, je sais pas, au Japon, des parents congolais, donc des sangs congolais. Mais si, dans ces pays-là où il est né, on lui dit par exemple aux États-Unis, si tu nais aux États-Unis, tu es américain des droits. On veut dire à cet enfant qu'il doit choisir entre être congolais et être américain. À supposer qu'il choisit d'être américain. Dans ses veines coulent toujours les sangs congolais. Vous voyez que ça devient une question complexe. Donc, d'où la nécessité 20 ans après. Mais à l'époque, il y avait des raisons d'être. Nous sommes convaincus d'abord, pour les Congolais d'origine, on doit accepter le principe des nationalités multiples pour les Congolais d'origine d'abord. Ok. Parce que leur nationalité est liée à leur vie, leur sang. D'autant plus que ces sangs-là ne peut pas se détacher de leur individu, cette nationalité également ne peut pas s'en détacher. Est-ce qu'il s'opposera pas, rien que par rapport à cet exemple-là, parce que le débat revient régulièrement, il s'opposera à un problème de loyauté que certains décrivent aujourd'hui? Non, ça c'est un autre niveau du problème. Je me souviens à la fameuse loi dite Tchani. Cette initiative, c'est les choses vues sous cet angle. Ça, c'est la question sur l'organisation du pouvoir public et les critériums de la façon dont les animateurs peuvent y accéder. Ça, c'est un autre débat. Parce que le fait d'avoir la nationalité congolaise et de, je vais dire, de l'accumuler avec une autre ne signifie pas nécessairement que tout le monde veut être président de la République, ministre des Affaires étrangères, chef des services de renseignement. Ça peut être un Congolais lambda. Vous voyez. Mais nous n'excluons pas l'idée d'organiser le pouvoir public de telle sorte que lorsque vous voulez accéder, on doit quand même analyser et avoir un certain nombre de critères et des conditions. Donc pour la base républicaine, 20 ans après, il faut changer la Constitution pour 2-3 raisons que vous venez notamment... Pas seulement. Ça, ce sont des points qu'on a tirés. Mais pourquoi on doit encore changer? Pêle-mêle, hein. Ouais, mais pourquoi nous risquons de faire toute une émission. D'accord, donc voilà pourquoi je dis, donc pour ces quelques raisons, oui, il y a lieu quand même pour la base républicaine d'essayer, d'envisager, de penser à changer cette constitution. On va essayer d'avoir votre point de vue sur un autre sujet d'actualité, c'est en rapport avec ce dialogue. La constitution est née d'un dialogue. Je ne me trompe pas, le dialogue de Sun City. Est-ce que pour avoir, par exemple, une autre constitution, le dialogue devient impératif, quoi? On doit refaire le même processus? Je ne crois pas que le dialogue qu'on a aujourd'hui, c'est un dialogue autour du projet constitutionnel. N'empêche que ça peut faire l'objet de débats. Ça peut faire. Pour la base républicaine, ça peut faire l'objet, c'est-à-dire un des points à traiter, c'est se mettre aussi d'accord sur la question. Parce que c'est toujours plus intéressant d'aller en consensus. Mais si on revient sur les dialogues, cette question sur les dialogues, il faut pas l'appréhender en tant qu'un élément en soi, mais plutôt dans un continuum. La situation que nous avons aujourd'hui dans notre pays, pourquoi nous avons besoin d'un dialogue aujourd'hui? Nous avons besoin d'un dialogue pour ce qui suit. Je veux le détailler très rapidement. Nous sommes en 2013. Décembre précisément. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, signe des accords qu'on appelle affectueusement les accords de Nairobi avec les M23. Ces accords prévoient un certain nombre de choses que le gouvernement devait faire
le gouvernement avait pris en termes d'engagement et les M23 également. Je ne vais pas faire une évaluation de ce qui a été fait, mais je vais plutôt souligner que c'est ce qui a permis aux États de la région de rester en solidarité avec la RDC sur la question des M23, raison pour laquelle les M23 étaient cantonnés une partie au Rwanda, une partie en Ouganda. On peut ajouter à cela un peu plus tôt les accords cadres d'Addis Abeba, lesquels accords avaient demandé au gouvernement congolais d'ouvrir aussi l'espace politique dans le cadre d'un dialogue, et nous avons eu les concertations nationales. C'était dans les mêmes esprits, entre autres. Mais quand nous sommes en 2018, le président Tshisekedi gagne les élections avec tout ce qui s'est passé. On a vu 2019, 2020, pour des raisons propres à lui, ou je dirais pour des raisons liées à leur collaboration dans le cadre de la coalition FCC-CACH, le 6 décembre, le président Tshisekedi prend l'initiative de mettre fin à cette coalition et d'ouvrir des concertations pour mettre en place l'Union sacrée. En 2020, il y a des concertations et après, en mars, si je ne me trompe pas, mars, nous avons le gouvernement Samaloukonde. Juste 6 mois après, le M23 reprend des armes. Et en 2022, c'est la prise des Bunagana. Après, la situation va évoluer jusqu'à la prise des Goma et des Bukavu. Qu'est-ce qu'on constate? Il faut constater que le gouvernement n'a pas fait le travail de sécuriser les territoires face à une force négative. Il a failli à l'une de ses missions. Ce n'est pas un débat. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas prendre un vol à l'aéroport d'Ndjili et aller à Bukavu. Et après, dans tout ça, nous voyons le Rwanda derrière. C'est ce qui fait qu'on doit être d'accord sur le fait que notre pays est agressé. Bon, dans les rangs des M23 et de l'AFC, nous avons des Congolais, on peut dire, mais quand on regarde la situation dans son ensemble, c'est plutôt un jeu de l'agression, le fonctionnement de l'agression qui passe par des proxys. Pourquoi on a besoin d'un dialogue? L'ensemble des animateurs, des institutions ont la mission de gérer le pays et de faire face aux problèmes que le pays rencontre. Mais si ces problèmes mettent à mal des concepts aussi vitaux que la souveraineté nationale, on ne doit pas se dire que puisque vous avez un mandat, on ferme le bras, on croise le bras et on vous regarde gérer, même si le pays va perdre gros, on vous laisse faire votre travail tout en constatant que vous n'arrivez pas à bien faire votre travail. Il faut un dialogue pour voir comment est-ce qu'on résout ces problèmes. C'est ça l'intérêt du dialogue. Donc vous êtes implicitement en train de dire, par exemple, l'actuel régime, Félix Tshisekedi, n'a pas réussi une mission et donc il faut de renforts politiques. Oui, parce que plus loin, c'est une question nationale. Ce n'est pas une question de régime politique. Lorsqu'on parle du territoire, lorsqu'on parle de la souveraineté, ça ne doit pas être une question. Attendez, ça peut déranger une certaine opinion. Qu'on parle des fonctionnaires qui n'ont pas été payés pendant 3 mois, c'est quelque chose de grave. Mais c'est quelque chose qui peut ouvrir un débat pour attaquer, je vais dire, le ministre des Finances, pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe, tu n'arrives pas à payer les fonctionnaires, tu dois partir, tu n'arrives pas à faire le boulot. Donc une façon de dire, la souveraineté de notre pays n'est pas une affaire du régime. Ne peut pas attendre. Mais c'est ce que ne cesse de dire depuis plusieurs années maintenant le président Tshisekedi, quand on a eu des preuves que c'était une agression rwandaise, mais on a senti la réticence de certains opposants, limitant la situation actuelle qu'à la mauvaise gouvernance. La base républicaine est d'accord avec l'Union sacrée sur un point. Le pays est agressé. Ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. C'est ridicule pour les Congolais que la communauté internationale soit d'accord sur le fait qu'il y a un pays qui vous dérange, mais que vous-même vous pensiez autre chose. C'est un peu ridicule. Là où la base républicaine n'est pas d'accord avec l'Union sacrée,
c'est sur la capacité de gérer la situation. Et ce n'est pas un débat. Il gère mal, mais quand on parle de cette situation, quand par exemple le président Kabila disait la FCM 23 porte des revendications qui sont légitimes, une façon de dire des revendications congolo-congolaises. La grande question est la suivante. Lorsque le M23 lorsque le mouvement M23 prend les armes en novembre 2021, quelles étaient leurs revendications? Il y en avait 3. Non, principalement 2. Il y avait l'application des accords. De Nairobi? La stigmatisation, cette fameuse question, la stigmatisation. Vous mettez ça, c'est réel pour certains, hein? Vraiment, c'est compliqué. Aujourd'hui, ces populations sont protégées comment? C'était des prétextes. En RDC, même nos historiens, nos scientifiques les disent, il n'y a aucune population, aucune ethnie, aucune tribu majoritaire. Nous sommes tous minoritaires. Bon, si on stigmatise certaines populations dans les grands Kivu, on doit nous dire c'est qui le coupable. On va dire quoi? Les Mouchis? Non, les FDLR qui stigmatisent ou qui cherchent à nuire les Tutsis congolais qu'on appelle les Banyamulenge, c'est ça? Là encore, c'est le point de divergence entre la base républicaine et l'Union sacrée. Pourquoi? Nous nous rappelons très bien. Le président Tshisekedi, à l'époque, la base républicaine n'existait pas encore. Le président Tshisekedi, aux Nations Unies, a lancé un défi pour dire si quelqu'un a la preuve de l'activité, de l'existence des FDLR, qu'il vienne montrer ça. Que je sache, je n'ai pas encore vu ça. Les seules fois où nous avons vu les preuves de l'existence des FDLR, c'est lorsque M23 et AFC ont pris Goma dans un territoire qu'ils gèrent et ils ont commencé à dire voici les FDLR. Mais le gouvernement congolais, avec le mécanisme de vérification coordonné par l'Angola, si je ne me trompe pas, en tout cas je le dis sous réserve, il y avait des preuves de la participation rwandaise dans les opérations des M23. Alors, où est-ce que nous ne sommes pas d'accord avec l'Union sacrée? Pourquoi ils ont accepté que cette question des FDLR revienne au devant de la scène? Donc, ça rappelle à ce que nous avons dit. Notre pays est agressé, là, il n'y a pas de débat. Mais peut-être parce qu'il y a des faits quand on cite les noms de certains généraux. Nous n'avons pas vu ces faits. Mais on n'avait pas vu, mais il y a des rapports où on cite les rapports de Nations Unies. C'est pas vraiment le rapport de Madame Odia. Seulement dans les espaces occupés par ces forces-là. Mais oui, c'est là où ils agissent. C'est là où on trouve la minorité, entre guillemets, Banyamulenge. Ils peuvent pas être ailleurs. Non, laissez les Banyamulenge tranquilles un peu dans cette histoire. Réfléchissons un peu. On signe les accords de Washington. Le gouvernement, dans ses prérogatives, le président Tshisekedi, dans ses prérogatives, il négocie un accord à Washington. Nous avons estimé que ce n'était pas un problème de contracter avec les États-Unis, mais on n'était pas très d'accord avec le texte. Permettez seulement que nous ne reviennons pas dessus sur la question. On aura peut-être besoin de plus de temps. Mais on contracte avec les États-Unis et on signe un accord avec le Rwanda. On dit on va faire le nettoyage sur les FDLR. Mais dans quel espace? L'espace occupé par l'AFC M23. Bon. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat que l'AFC M23 et le Rwanda collaborent pour prendre leurs termes. Mais pourquoi dans cette collaboration, le Rwanda ne dit pas à ses collaborateurs que moi je veux d'un nettoyage ici, vous devez mettre un peu vos balles, vos canons à terre pour qu'on me nettoie cette zone. Pire, j'ai entendu, je sais pas si c'était Corneille Nangaa ou un fonctionnaire des affaires étrangères rwandaises, dire cette collaboration c'est justement pour lutter contre les FDLR. Donc le Rwanda s'assume qu'il préfère
lutter contre les FDLR avec une force négative, mais pas avec le gouvernement congolais avec qui il a signé des accords. Sur ces genres de Mais questions... à qui est la faute? Donc, du coup, on a mal géré. Sur ces genres de questions, on ne doit pas avoir des divergences avec nos institutions. Que le vrai problème, c'est le Rwanda. Mais comment on construit maintenant notre stratégie, notre approche pour gérer ces problèmes-là? C'est là qu'il y a faiblesse et c'est ça l'opportunité. C'est un peu décousu. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui disent qu'il y a trop de processus? Il y a tellement des signatures. Vous avez Doha, vous avez Angola maintenant, vous avez Washington. On se perd là, quoi. C'est toujours un peu de notre faute, la faute du gouvernement de Kinshasa. Nous pensons que lorsqu'on a eu la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est là qu'on devait mettre le paquet pour sa mise en application. Alors, on avait d'une part le processus de Luanda qui s'est transposé à Washington et le processus de Nairobi qui s'est transposé à Doha. Oui. L'effet d'avoir donné plus d'intensité à ces processus a affaibli la pertinence, la portée de la mise en application de la résolution 2773. Mais ce n'est pas ça le grand problème parce que, il faut le dire, partons un peu d'une hypothèse optimiste. On peut toujours envisager dans le futur des relations avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Partons un peu de cette hypothèse optimiste. Mais comment on construit pour y arriver? Comment on construit pour y arriver? C'est ça le dialogue. Parce que s'il faut répondre à cette question sur les plateaux, il faut dire que vous avez les institutions, à vous de régler le problème. Alors si vous n'arrivez pas, la base républicaine a fait beaucoup de propositions au gouvernement, au président de la République pour partager avec lui sa lecture. La base républicaine était, si je ne me trompe pas, l'un des rares partis à dire au président que nous avons besoin d'un commandement spécial pour les réformes. Carrément. Carrément. Pour les réformes des forces armées, des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, ça dérange un peu que nous voyons l'ancien chef d'état-major général du surcroît conseiller militaire du chef de l'État mis en cause par une prétendue traîtrise. Ça dérange. Ouais. C'est la nation qui bouge. C'est lui qui porte les drapeaux. Vous voyez. Quand on est face à ces genres de questions, on doit se dire, arrêtez un peu les balais, mettons-nous autour d'une table. Voilà, que chacun dise comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes. La base républicaine estime être capable de résoudre ces problèmes. Tous ensemble, non. Il y en a qui ont les sons dans leurs mains. C'est ça aussi, quand le président dit, est-ce qu'on doit vraiment se retrouver tous ensemble? Est-ce qu'il faut pas exclure certains? Dans notre proposition que nous avons rendue publique, dans notre schéma que nous avons rendu public, je crois, c'était en septembre 2025, l'idée c'était de dire cahier des charges d'abord. C'est-à-dire un comité consultatif. Les choses vues sous cet angle, il me semble que c'est le travail que le président de l'Angola veut faire. C'est une très bonne chose. Nous respectons cela et nous encourageons. Qui doit participer et qui ne doit pas participer? Le jugement doit être fait sur le cahier des charges. Pourquoi tu veux participer? Pourquoi vous estimez que nous avons besoin d'un dialogue? Que chacun vienne avec... Il faudra, c'est-à-dire dans ces consultations-là, on sait voir, et puis il y aura une sorte de consensus pour voir que oui, nous avons besoin d'un dialogue avec celui-ci, celui-là. Déjà, on voyait déjà très mal la Senko organiser un dialogue. Ça, c'est un élément. Donc, pour vous, Senko et CC, c'est du passé, ils doivent sortir. Ce n'est pas le passé, mais la faiblesse. Dans la médiation. La faiblesse de leur démarche était, je vais dire, était criante. C'était faible. Ils avaient des bonnes motivations. En tout cas, moi, personnellement, je ne présume jamais sur les motivations des uns et des autres. Je ne suis pas un oracle. Je laisse ce travail aux dieux.
de faire ça, mais ce qu'ils ont présenté, ça n'a pas mis en confiance la famille politique au pouvoir. Qu'on se le dit, ça, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait. Bon, vous voulez faire une médiation avec une autre partie qui ne se sent pas très à l'aise avec vous, ça sera déjà compliqué. On va vous rappeler à l'époque, en 2016, quand l'actuel régime, à l'époque, à l'opposition, avait contraint l'actuel opposant, c'est-à-dire Joseph Kabila, à organiser les élections avec la Synco. On est en 2016 et 2017. Donc, oui, ça peut se faire. Il faut transcender, quand même. Non, il n'y a pas mieux que les prêtres. Ils connaissent. Oui, c'est comme ça que moi, je pense qu'ils doivent voir un peu dans leur communication. Il y a une différence entre ce que j'ai comme idée et ce que je transmets comme image. C'est là que moi, je reproche un peu à l'ECC et la Synco. Je ne peux vraiment pas douter de leur intention de faire en sorte que le pays soit dans le calme. Ça, on ne peut pas douter. Mais la communication qu'on met, quand nous avons l'abbé Chollet, on lui pose la question, qui tue à l'Est, il dit, et les FRDC et les M23. Ça dérange. Pour certains, c'était indécent, car. Peu importe. Mais ça dérange. Déjà, quand vous êtes dans cette posture, c'est difficile pour vous de convaincre que vous allez garder votre... Mais c'est ça aussi la position d'un médiateur, n'est pas renvoyer les uns dos à dos. N'est-ce pas ça la position que doit avoir un médiateur? Vous savez, en 2016, il y avait un problème. Le président Joseph Kabila et sa famille politique n'ont pas pu respecter les délais constitutionnels pour organiser les élections. Il n'y avait pas de problème et il n'y avait pas de coupable. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle situation? Le pays est là. Fayoulou n'a pas pris les armes, sous prétexte d'une mauvaise gouvernance. Le M23 a pris les armes. Commençons par leur dire, ce n'est pas ce que nous avons prévu dans notre pays. Vous êtes dans le faux. Tous les restes peuvent venir. Dialogue, amnistie, tous les restes peuvent être envisagés, mais commençons par poser le fait. Vous êtes dans le faux et pire, vous êtes en train de collaborer avec l'agresseur. C'est factuel. Après, on peut voir qu'est-ce qui doit être discuté. Là, nous sommes ouverts. Mais le fait doit être posé en tant que tel. Pour quelle finalité? On pose des faits, on dit aux gens, ouais, vous avez tué, vous avez pris les armes. On sait qui est qui. Pour? On sait qui est qui. On sait qui est qui. Oui, les faits doivent être posés pour qu'on sache qui est qui. Parce que tu ne peux pas, à la suite d'une facilitation de l'agression, venir sur la table et dire, par exemple, que non, notre problème, c'est qu'on ne paye pas les enseignants. Attendez. Non. Nous ne sommes pas réunis ici pour ça. Nous sommes réunis ici parce que tu as pris les armes. Peut-être l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu déposes les armes? Donc pour vous, tout le monde, opposition armée, non armée, ils peuvent tous venir pour que chacun puisse dire... le cahier des charges d'abord. Le cahier des charges. Le cahier des charges d'abord. Cahier des charges d'abord. Ah, après, on définira qui... Et nous faisons un peu confiance sur la question au président angolais. Donc pour vous, l'initiative de Luanda, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et vous pensez que les uns et les autres peuvent arriver à se retrouver dans quel délai? La complexité de la situation ne veut pas qu'on fixe des délais. D'abord, c'est un chef d'État d'une nation voisine, d'un pays voisin. Il a aussi ses charges. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que quand on pose cette question, il y a par exemple le camp Fayoulou qui dit il faut impérativement tenir le dialogue en 2026. Les choses vues sous cet angle, c'est-à-dire il y a aussi le gouvernement Tshisekedi, je vais dire la famille politique au pouvoir avec le président Tshisekedi, doivent éviter d'être vus comme ceux qui ne veulent pas du dialogue, tout en disant que nous voulons du dialogue. C'est aussi ça. Parce que ça ne doit pas être l'objet des caprices. Parce que certains hésitent, ils disent ils respectent pas la famille politique, d'autres vont plus loin en disant carrément que c'est le président Tshisekedi qui ne respecterait pas une parole donnée, les engagements qu'il signe, et que certains veulent qu'il passe officiellement à la télé convoqué. C'est ce qui doit être fait.
dire officiellement que je convoque, prendre une ordonnance pour convoquer le dialogue? Qu'est-ce qu'on fera? On doit attendre que le président angolais finisse. On ne doit pas le voir commencer aujourd'hui et après demain, on le prend à court. C'est pas intéressant non plus. Hugo Zala, moi je vous remercie. On a eu, je crois que c'était une première, mais pas une dernière. On a parlé de la Constitution, on a parlé de ce dialogue. C'est vrai, vous auriez voulu peut-être marteler sur un point ou sur un autre en une minute. Je vous laisse un peu parler de ce point où vous vouliez peut-être aborder rapidement et qu'on reviendra sur ça peut-être dans les prochains jours. On doit donner à la population l'opportunité de se sentir plus considérée. C'est comme ça notre projet. La base républicaine a un projet de constitution qui est intitulé Projet de constitution républicaine pour la souveraineté du peuple. Vous avez déjà un projet? Oui. Au moment opportun, sera rendu public et ça doit passer par un référendum. Que nous adoptions la voie du changement ou la voie de la révision, mais les clauses doivent être adoptées par la population. La population se sentira plus impliqués. Rendre le pouvoir au souverain public. Au souverain primaire. Ben, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On est en train de toujours continuer avec ces thématiques autour du dialogue, autour de la Constitution, mais plus du dialogue parce que beaucoup d'entre nous espèrent que finalement on aura ce dialogue. Si, franchement, il faut passer par là pour retrouver l'intégrité, l'intégralité, renouer avec la souveraineté de notre pays, pourquoi pas? Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. De plus en plus nombreux à nous suivre sur B1. Vous nous suivez un peu partout à travers le pays, mais également à l'extérieur. Merci à vous qui nous suivez via notre chaîne YouTube, Élysée Evodia TV. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions et suggestions. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. Et on se dit à très très bientôt. Mais avant de partir, je tenais à rendre hommage à un confrère, à quelqu'un qui travaille avec nous, qui n'est plus. Je salue la mémoire de Jérémy, qui était dans l'équipe technique et qui va beaucoup nous manquer. Repos éternel à toi, Jérémy, et on reste fort pour toi et on se dit à très bientôt. Merci. Okapi, c'est bien plus qu'une marque. Spécialisée dans la conception et fabrication de produits électroniques tels que téléphones, ordinateurs, voitures et motos électriques, nous plaçons la satisfaction au cœur de nos priorités. À travers plusieurs projets majeurs en cours de réalisation, destinés à renforcer le développement technologique de l'Afrique et du monde, Okapi, l'innovation propre.